Xavier Bertrand, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Le président de la République a-t-il raison de reprendre ses déplacements en France pour purger un peu la colère ? Il a raison d'aller au contact. Est-ce qu'il purgera la colère ? J'en suis absolument pas persuadé. Il peut la nourrir ? Pas forcément la nourrir, mais d'aller au contact. Je pense que s'il l'avait fait pendant la réforme des retraites, il aurait compris le besoin de justice. Il aurait compris aussi la détresse de beaucoup de Français. Et quand on mesure les choses avant, je pense qu'on fait des choix différents. Comment peut-on parler aux Français aujourd'hui quand on est un responsable politique, surtout président de la République ? Posez-lui la question. Posez-lui la il n'a question. pas la réponse visiblement, il n'y arrive pas depuis quelques Je années. pense qu'aujourd'hui, il est avant tout dans une impasse politique, une impasse sociale, et puis, c'est aussi une évidence, on est dans une crise démocratique. Mais c'est pas seulement lui, c'est notre pays. Et c'est ce qui est encore plus grave. Encore plus grave. Aujourd'hui, on le voit bien, les choix qu'il a faits sont la conséquence d'une certaine façon logique de ce qui s'est passé voilà un an. Emmanuel Macron a gagné l'élection présidentielle. Il a gagné l'élection présidentielle, pour moi, surtout parce que les Français ont voulu qu'encore une fois, il fasse rempart au Front National. Mais ensuite, il a perdu l'élection législative. Quand vous avez la majorité absolue en 2017, et quand vous avez une majorité relative en 2022, c'est que vous avez perdu. Il y a une sanction. Et il n'en a jamais tiré les conséquences. Lui et sa majorité n'en ont jamais tiré les conséquences. Aujourd'hui, il faut bien regarder qu'il avait fait un pari. Le pari, c'était de se dire, j'ai une majorité relative, donc je vais faire un peu de débauchage individuel chez certains, notamment chez certains de droite. Ou trouver des textes qui sont votés une fois à gauche, les éoliennes, texte, une fois à droite, le nucléaire, etc. Ou faire du texte par texte. Voilà. On a vu avec la réforme des retraites que ça ne marche pas. Il a fallu en passer par un 49.3 pour faire passer ce texte. Ça montre donc que texte par texte, ça ne marche pas. La réalité, c'est que quand vous avez pas de majorité absolue, sous la Ve République, vous êtes dans un état de cohabitation. François Mitterrand, Jacques Chirac l'ont connu aussi à leur époque. Mais là, avec qui ? Elle est inédite, cette cohabitation, vous avez raison. Parce qu'il n'y a pas de majorité parlementaire de remplacement, et vous avez aucun parti politique qui a la majorité absolue à lui tout seul. C'est inédit. Mais il n'empêche, François Mitterrand à l'époque, Jacques Chirac, ça leur a pas forcément fait plaisir, c'était pas leur choix, mais ils ont dû appliquer un projet différent. Voilà aujourd'hui la situation. Et donc, il faut bien regarder Christophe Barbier pour être totalement complet. Soit vous faites du texte par texte, mais on s'aperçoit que ça marche pas, surtout par rapport aux besoins qu'il y a dans notre pays, où on a besoin de réformes structurelles qui améliorent la vie des Français. Soit c'est reconnaître cet état de cohabitation, soit c'est la dissolution. Alors, il n'y a pas de quatrième possibilité. Si on ne retourne pas devant les électeurs par une dissolution, c'est visiblement pas le projet à court terme du président, il faut incarner cette cohabitation. Aujourd'hui, ça pourrait être ce pacte de gouvernement avec les LR qu'appellent de leur vœu et Nicolas Sarkozy et Philippe Juvin et quelques autres. Ça, c'est une coalition. Elle existe et ça ne marche pas. La coalition, elle a été décidée avant les élections législatives. C'est à la fois Renaissance d'Emmanuel Macron, c'est avec Horizon d'Édouard Philippe, Modem. et c'est avec le Modem de François Bayrou. C'est un peu court. Et ils se sont même réservé des circonscriptions à l'époque pour former cette coalition sur le projet législatif qui était celui des candidats de M. Macron. C'est pas du tout ça. Aujourd'hui, clairement, ce dont le pays a besoin, c'est d'une nouvelle méthode et d'un projet différent. Voilà ce dont nous avons besoin. Et la responsabilité, celle du président, pour savoir ce que nous allons faire des 4 années qui viennent. Alors, c'est ce qu'il appelle, lui, la feuille de route, c'est les missions qu'il a un petit peu données. Est-ce que ce nouveau projet peut se construire en réamorçant un dialogue social avec les syndicats ? On tourne la page des retraites et on parle salaire, on parle emploi, on parle carrière. Mais attendez, le dialogue social, ça veut dire quoi ? On va pas jouer sur les mots, ça veut dire concertation ou négociation ? Parce que si c'est juste pour leur dire, comme ça a été le cas notamment sur les retraites, voilà nos idées, voilà mes idées, je parle en quelque sorte au nom du président, et puis vous pouvez discuter uniquement de ces idées-là, c'est pas le dialogue social. C'est pas de la négociation. Il faut leur redonner la main. Clairement. Vous savez, dans le dialogue social, dans cette nouvelle méthode que je pense indispensable, il faut être prêt à prendre les idées des autres. Il y a plus de dans le tête que dans une. Et en matière de progrès, en matière de réponse aux urgences, aujourd'hui, les syndicats ont des choses à dire. Il y a bien évidemment Laurent Berger, mais il n'y a pas que lui. Mais il faut bien comprendre aussi, j'aurais allé un petit peu plus loin si on a encore un court moment. Oui. On a connu un quinquennat 2017-2022 terrible par les crises que nous avons traversées. Autant de crises aussi graves, je crois qu'on a peu connu. Il y a eu à la fois les gilets jaunes qui ont montré la précarisation du monde du travail. Il y a dans notre pays des millions de Français qui bossent et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Elle est où l'espérance pour eux ?
Et on a connu la crise Covid qui a montré à la fois que notre système de santé ne tenait plus que par les soignants, que nous avions un besoin de retrouver notre souveraineté, et en plus on a eu le quoi qu'il en coûte dont il faut aussi tirer les conséquences. Qu'est-ce qui a été tiré de ce quinquennat-là ? Rien. Et si aujourd'hui, dans les 4 années qui viennent, on ne reprend pas un nouveau projet basé sur plus de justice, plus d'autorité et aussi dans les décisions, plus de décentralisation pour être efficace, ça peut pas fonctionner. Comment définiriez-vous ce projet ? C'est de la droite sociale ? C'est du social-libéralisme ? C'est du néo-gaullisme ? C'est clairement plus de justice, plus d'autorité, pour éviter le désordre que l'on connaît partout, et c'est aussi plus de décentralisation. C'est ça la réalité de ce projet. Est-ce qu'on a besoin de le qualifier ? Vous parlez à quelqu'un, c'est vrai, qui... je porte cette idée d'une droite sociale. C'est-à-dire, moi je veux pas d'une droite qui soit dure avec les plus fragiles, c'est vrai. Mais je crois à l'autorité, je crois à l'esprit d'entreprise. Je sais pertinemment aujourd'hui que nous devons savoir compter, c'est ce que je fais dans ma région des Hauts-de-France, mais pour le reste aujourd'hui, notre pays est en train de craquer de partout, parce qu'encore une fois, ceux qui travaillent, classe moyenne, catégorie modeste, n'y arrivent plus. Quand vous dites, dimanche dernier, nous vivons un moment critique, nous allons dans le mur, si on ne met pas un terme à cette tension, on va connaître un chaos. À quel type de chaos pensez-vous ? Les violences. Les violences. Vous avez aujourd'hui les violents quasi professionnels, les black blocs qu'il faut mettre hors d'état de nuire. Le code pénal permet de le faire. Ah non, alors, le Conseil constitutionnel a dit on peut pas les arrêter avant une manif. Quand vous êtes dans une manifestation interdite, le simple fait de rester dans une manifestation interdite peut vous amener à dormir en prison. Quand vous avez dans votre sac à dos un marteau qui est une arme par destination, là ce sont pas quelques semaines de prison que vous risquez, c'est plusieurs années. Qu'est-ce qu'on attend ? La justice est très indulgente sur ces cas-là. Les interpellations ne suffisent pas. Moi, ce que j'attends, c'est des condamnations, notamment en respectant le code pénal. C'est prévu dans le code pénal. Après, vous avez aussi des gens qui se disent, mais est-ce qu'il n'y a que par l'action violente qu'on obtient des résultats ? Regardez, il y a eu 12 journées, je crois, de manifestations organisées par les syndicats, très dignes, très encadrées. Et les gens disent, ils auraient obtenu. Au moment des violences de certains gilets jaunes, on a obtenu, et là, on n'obtient rien. Et le pire, c'est que vous avez une grande partie de nos concitoyens, on le voit dans tous les sondages, qui, eux, ne sont pas violents, n'iront pas participer un jour à une manifestation violente, mais qui en sont parfois à cautionner cette violence. Faut arrêter cette spirale-là. Et là, encore une fois, c'est de la responsabilité du président de la République. Est-ce que le chaos, ce n'est pas aussi, mais c'est une manière par laquelle notre République régulièrement se purge, aller au choc des extrêmes, Mélenchon-Le Pen ? Non, attendez, qu'est-ce qu'on veut ? Mélenchon, c'est quelqu'un qui ne veut pas gouverner. Il souhaite qu'une seule chose, le chaos. Le chaos, parce que c'est du chaos que naîtraient les opportunités. C'est une rhétorique qui est très trotskiste, mais c'est ça. Lui, c'est un révolutionnaire. Il veut pas gouverner. Et Madame Le Pen, elle saurait pas gouverner. Elle, aujourd'hui, de toute façon, elle profite des violences de la France insoumise pour se donner une image de respectabilité. Mais quelle image de respectabilité ? Moi, je les connais très bien dans les Hauts-de-France. Ce sont toujours les mêmes. On va nous dire qu'on a changé de nom, que tout a changé. Non, l'enseigne a peut-être changé. La vitrine a été refaite. Mais c'est le même stock, ce sont les mêmes idées, c'est le même personnel. Incapable, incompétent. L'incompétence, vous savez, c'est pas moi qui vous dis qu'elle est incompétente. Vous avez de la mémoire. Vous vous souvenez de ces 2 débats télévisés au moment des élections présidentielles ? Le premier était catastrophique, le deuxième donnait l'impression qu'elle avait un peu travaillé. Vous ne croyez pas qu'une culture de gouvernement puisse venir ? Mais absolument pas. Y compris en débauchant des gens de la droite ou d'ailleurs. Pas. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui suis seul juge. Les Français n'ont pas besoin de moi pour se faire leur opinion. Ils ont vu à ces 2 occasions-là. Là, c'était pas des émissions avec un journaliste, c'était une confrontation qu'ils n'avaient pas envie de lui confier les clés du pouvoir. Mais l'argument, vous ne nous avez jamais essayé, tous les autres ont échoué, ça marche de plus en plus. Non, c'est pas que ça marche. C'est qu'il faut aussi la débusquer. C'est qu'il faut aussi montrer clairement leur incapacité à régler les problèmes. C'est ça la vérité. Et aujourd'hui, regardez, s'il y avait une dissolution, la question était posée à Madame Le Pen, mais alors, est-ce que vous gouverneriez ? Ah non. Non, je serais quelqu'un d'autre parce que moi j'ai peut-être des bonnes idées, mais je les garde pour dans 4 ans. C'est-à-dire que les Français vont continuer à souffrir et elle reste. Vous savez quoi ? C'est pas qu'elle se prépare, c'est qu'elle se protège. Parce qu'elle n'a pas envie qu'on voit justement leurs insuffisances et leurs incompétences. Mais là aussi, on a un gouvernement qui est totalement unijambiste. Il dénonce les agissements de monsieur Mélenchon, et ils ont raison de le faire, et je le fais également. Comment un candidat à la présidentielle peut se permettre de tolérer de tels agissements dans l'hémicycle, de telles menaces de la part de ses adhérents vis-à-vis justement de membres du gouvernement ?
Comment est-ce qu'on peut encore aujourd'hui accepter que dans notre pays des permanences de parlementaires, des parlementaires soient visés par des agressions, des intimidations? Il y a des élus, notamment LR, il y a beaucoup d'élus de Renaissance. La présidente de l'Assemblée nationale, qui reçoit des menaces, des lettres injurieuses, antisémites, elle est où la riposte de l'État? Qu'est-ce qui a été fait derrière pour protéger également ces élus et pour que ces agissements à leur égard soient sanctionnés? Dans votre projet d'autorité de l'État, de justice sociale, est-ce que vous pensez que ça peut se faire alors que les comptes publics sont si dégradés qu'on est si endetté? Bien sûr. Vous savez, dans la vie, il faut savoir compter, et encore plus quand vous êtes un responsable public. Je prendrai l'exemple de la région des Hauts-de-France, un budget aujourd'hui d'un peu plus de 4 milliards d'euros. On a singulièrement réduit les déficits, l'endettement, et pourtant on aide les gens qui travaillent. Dans ma région, par exemple, l'allocation de rentrée scolaire qui dépend de la région pour les lycéens, elle est versée à tous, quels que soient les revenus. Et quand on aide les gens qui travaillent, on parle aussi aux classes moyennes. Bien sûr que c'est possible, c'est une question de choix. Si on ne voit pas que notre société française tient par ces classes moyennes et qu'elle est en train de craquer, parce que quand vous travaillez et que vous ne réussissez pas, que la fin du mois, c'est pas le 25 ou le 30, mais le 5 ou le 10, ça ne peut pas continuer. Le groupe Lyotte dépose une loi pour abolir la réforme des retraites. Est-ce que vous incitez les parlementaires à la voter pour qu'on remette les compteurs à zéro? Écoutez, tout ce qui permettrait de revenir sur cette réforme injuste a du sens. Mais on sait pertinemment, vous le savez bien, pour qu'une loi soit votée, il faut qu'elle le soit à l'Assemblée nationale, au Sénat, qu'elle revienne, etc. Alors il y aura le référendum. référendum. Si le référendum est validé le 3 mai, vous appellerez les gens à s'inscrire? Attendez. Déjà, on va attendre la décision du Conseil constitutionnel. Même les promoteurs de ce référendum sont de peu d'espoir. Je crois pour ma part, même dans d'autres domaines, au référendum. Je pense que dans les 4 années qui viennent, le président de la République a la possibilité de changer l'orientation de ce quinquennat, de changer de méthode, d'avoir un projet qui soit différent. Mais je pense que dans les 4 ans qui viennent, on aura besoin d'un rendez-vous démocratique. Je pense qu'il y a la dissolution ou le référendum, que tout ceci aurait du sens. Maintenant, on a une vraie clause de revoyure sur les retraites. C'est prévu dans la loi. En 2027, vous connaissez moi, je suis attaché à ce qu'on garantisse les retraites. Il faudra accepter de travailler plus longtemps, mais pas pour tout le monde, pas pour ceux qui sont usés par le travail. Xavier Bertrand, merci, bonne journée. Merci Christophe Barbier. On retiendra plus de justice, plus d'autorité, plus de décentralisation. Votre rendez-vous de lundi et votre invité sera Ghislain Deslandes, auteur d'Érotique de l'administration paru au PUF.